On l'a dit, le destin de cette réforme des retraites va se décider aussi dans la rue demain, dans les rues, donc, on l'a évoqué, de 265 villes françaises. Grève, niveau de mobilisation et de services publics plus ou moins garantis. Ce qui nous attend demain avec Jérôme Rabier. Il y a la bataille politique dans l'hémicycle du Sénat et celle dans la rue, menée par les syndicats. Pour ce mardi, le mot d'ordre est clair, mettre le pays à l'arrêt, avec une mobilisation historique attendue par les leaders syndicaux. Je pense qu'on peut faire plus fort que le 31 janvier dernier, qui était déjà la plus grosse mobilisation depuis le début des années 90. Donc, vous savez, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Il y a un profond rejet des 64 ans dans l'opinion. Il y a un profond rejet de cette réforme des retraites. Dans les transports, les prévisions sont noires, avec seulement un train sur 5 pour les TGV, TER et Ouigo. C'est encore pire pour les lignes intercités, avec aucune circulation programmée. Même intensité dans les transports franciliens avec un trafic très perturbé à la RATP. Pour les RER A et B, un train sur 3 est annoncé. Dans certains secteurs comme l'énergie, les actions sont déjà lancées avec une réduction importante de production d'électricité. Et dans les raffineries, la CGT appelle à une grève reconductible, un durcissement que le gouvernement dénonce. Nous ne sommes pas favorables bien évidemment au blocage, nous l'avons dit, répété. Et il y a un certain nombre d'expressions, mettre l'économie à genoux par exemple, qui ne sont pas entendables. Et je suis convaincu, nous sommes tous convaincus au gouvernement, dans la majorité, que l'expression d'un désaccord, c'est légitime, mais que ça ne doit pas entraîner un blocage du pays qui serait dangereux pour notre économie. Les manifestations se dérouleront en même temps que le débat au Sénat, où les oppositions de gauche comptent s'appuyer sur la mobilisation syndicale. Il y aura une mobilisation qui va être très forte et derrière cette mobilisation, cette journée de demain, derrière on va attaquer, on va parler de l'article 7, du fameux report d'âge jusqu'à 64 ans et forcément il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Les syndicats se réuniront à l'issue de la journée de mobilisation pour décider de la suite à donner. Des actions ponctuelles sont déjà prévues le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Mais comme dans les raffineries, certains secteurs appellent désormais à lancer une grève reconductible pour tenter de faire plier le gouvernement. Effectivement, c'est l'une des informations de cette fin de lundi après-midi. 3 des 4 terminaux méthaniers qui permettent d'importer du gaz naturel liquéfié en France ont été mis à l'arrêt pour 7 jours. Je vous présente tout de suite les invités de ce second débat autour des enjeux du 7 mars. Laure Salvin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directrice générale de Kantar Public. Franck Morel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, avocat associé chez Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Édouard Philippe et expert emploi à l'Institut Montaigne. Jean-Marie Pernaut, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale et vous publiez Le syndicalisme d'après. C'est aux éditions du Détour. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés, évidemment. Laure Salvin, je commence avec vous. Qu'attendent les Français de la journée de demain? C'est peut-être difficile de répondre, mais quelle est la part de ceux qui vont participer, qui veulent participer, et puis ceux qui restent, malgré tout, un peu plus spectateurs, qui observent le bras de fer? Je crois que si on prend un petit peu de recul par rapport à ces dernières semaines, même ces derniers mois, depuis l'annonce finalement de cette réforme des retraites, ce qui est vraiment marquant, c'est cette grande stabilité de l'opinion. C'est-à-dire que depuis le départ, l'opinion française, elle rejette de façon majoritaire cette réforme des retraites telle qu'elle est présentée. Elle soutient la mobilisation contre la réforme, et notamment la mobilisation de demain. Donc elle est plutôt même à des hauts niveaux de soutien de la mobilisation. Même dans sa forme de grève reconductible, il y a une majorité de Français qui est favorable ou pas ? Alors, il y a une légère majorité de Français qui est favorable, mais tout le monde est plutôt d'accord sur la journée de mobilisation de demain. Ensuite, c'est beaucoup plus distendu et beaucoup moins fort, je dirais, comme soutien. Et puis, il y a aussi, de la même façon, une grande stabilité sur le sentiment que la réforme va quand même être appliquée et qu'elle va être prise de toute façon par le gouvernement. Et moi, ce qui me marque, c'est que ça n'a pas bougé depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois, comme si les débats qu'il y avait eu... alors à l'Assemblée nationale, maintenant au Sénat, et puis même évidemment sur les différents médias, dans les différents médias, n'avaient pas eu d'impact sur l'opinion des Français, ni d'un côté, ni en termes de ralliement au gouvernement. Les Français auraient pu se dire, bon, finalement, je comprends les arguments du gouvernement, et donc j'adhère davantage à cette réforme, ni, j'ai envie de dire, à un autre projet différent.
sachant que finalement, il n'y a pas eu vraiment d'autres projets qui a été proposé sur cette réforme des retraites. Franck Morel, vous étiez, je l'ai dit, conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon lors de la réforme 2019-2020, et vous étiez aussi directeur adjoint de cabinet d'Éric Woerth. Là, c'était 2010. Oui. Et dans les deux cas, il y a eu une pression de la rue qui avait été évidemment très forte. Voilà, témoignage de l'intérieur. À quel point vous en tenez compte dans les négociations, vous voyez, parce que c'est ce qu'on se demande. Les chiffres de demain, j'imagine qu'ils doivent commencer à circuler. On sait qu'il va y avoir une mobilisation très forte. À quel point ça impacte un ministère ou un cabinet de Premier ministre? Ça l'impacte dans la manière de conduire la réforme. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le sujet des retraites, de mémoire assez lointaine, est un sujet qui ne peut pas être réformé sans grande difficulté. C'est un sujet qui est tout sauf consensuel. Et si on fait l'historique de l'ensemble des réformes des retraites qui ont été menées, on ne peut citer aucune réforme majeure des retraites qui a été menée sans qu'il y ait eu des secousses assez importantes. Par exemple, effectivement, vous parliez de 2010. En 2010, il y a eu 14 manifestations, dont 4 qui ont dépassé le million. Je ne citerai pas 1995. Et en 2019, c'était aussi extrêmement compliqué. Alors, 2019, le film s'est arrêté parce que est passé par là un certain nombre d'autres éléments, notamment le Covid, effectivement, qui fait que la grille d'analyse sur ce qui s'est passé en 2019 est un peu brouillée par rapport à celle qu'on peut transposer sur d'autres réformes. Mais ce qui est certain, c'est que c'est toujours extrêmement difficile. Il y a 4 éléments majeurs d'expérience qui me paraissent importants, notamment en matière sociale, pour la conduite des réformes et pour les chances de succès, de pouvoir les mener à bien. Il y a d'abord la capacité à démontrer et à faire partager le fait que la situation de départ n'est pas satisfaisante et que la réforme est nécessaire. Il y a ensuite, deuxièmement, le fait d'avoir une vision très claire de la direction où on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut faire à travers les réformes? Est-ce qu'on est capable de l'expliquer simplement? Il y a ensuite le fait de pouvoir faire en sorte que la réforme soit perçue comme étant légitime. Soit légitime parce qu'elle a été négociée, soit légitime parce qu'elle s'appuie sur un programme électoral. Et puis enfin, 4e pilier, c'est le fait de pouvoir avoir une majorité au Parlement sur lequel on peut s'appuyer. On se rend compte quand on regarde ces 4 éléments que quand on arrive à avoir au moins 3 des 4, on arrive à passer. Là, en 2019, il y avait un point qui manquait et qui était crucial, c'était la clarté. C'était assez compliqué d'expliquer le nouveau modèle. Voilà. Et puis, là, qu'est-ce qui manque ? Objectiver la nécessité. Le gouvernement n'a pas suffisamment réussi à montrer qu'il était nécessaire, sans doute, de réformer, premier point. Et puis la clarté, qui au début y était plutôt sur la question de l'âge, elle est assez peu perçue sur les autres paramètres de la réforme. Et donc c'est sans doute une partie de la difficulté. Jean-Marie Pernaut, l'une des inconnues de la semaine, c'est quoi? C'est la mobilisation dans le privé, par exemple? Vous diriez ça? L'inconnu, c'est de savoir si un mouvement essentiellement visible à travers des manifestations peut devenir un peu autre chose. Je crois que c'est tout le pari de la journée de demain, la formulation qui a été employée par les syndicats, la mise à l'arrêt, le pays à l'arrêt, qui n'est pas un appel à la grève générale, etc. C'est un petit peu, ça interroge un petit peu chacun sur ce qu'il peut apporter à une journée comme celle-là. Le commerçant qui fermera son rideau de fer pendant quelques heures. Donc ça s'adresse plus largement qu'aux salariats d'ailleurs. C'est une recherche un peu de faire muter le mouvement vers autre chose. Parce que, bon, vous l'avez dit, on peut enchaîner 10, 12, 14 manifestations. Visiblement, ça crée sans doute de l'émotion un moment, mais en gros, c'est pas ça qui change le cours d'une réforme. Les pouvoirs laissent passer cette journée un peu pénible, mais ça n'a pas d'autre incidence. Donc je pense que la question pour les syndicats, c'est comment on rend incontournable cette mobilisation. C'est ça le problème. C'est pas exprimer un mécontentement. Ça, merci, c'est fait. Tout le monde a compris. Et les sondages montrent que les gens n'acceptent pas ça. Après, c'est comment on se fait entendre, comment on fait bouger un pouvoir politique dont, effectivement, et c'est un des paradoxes de la période, les gens ont l'impression qu'il ne se déplacera, il déplacera pas le curseur, quoi. En tout cas, sur ce qui fait, sur ce qui crispe. Et ça rejoint ce que disait alors Salvin sur le côté un peu figé de l'opinion. Vous vouliez intervenir? Non, il y a aussi un autre élément, c'est la gestion du temps. Et la gestion, en bon français, du storytelling, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable, à partir d'un projet de départ, de montrer qu'on fait évoluer un certain nombre de choses au fur et à mesure de cette gestion du temps. Et là, la difficulté dans le cas d'espèce, c'est qu'au regard du contexte particulier au Parlement et de la majorité relative, le gouvernement a dû brûler pas mal de ses cartouches au début du process. Normalement, dans ce type de processus,
On a un projet au départ. On les garde. On égrène. On les garde pour le lendemain des grosses manifestations. On égrène un certain nombre de choses, ou on les égrène pas d'ailleurs en fonction de la situation, mais on a une capacité à faire évoluer dans le temps en fonction des soubresauts, en fonction des à-coups. Là, la grande difficulté, c'est que les cartouches ont été brûlées, et même plus encore, puisqu'un certain nombre de voix, dans le cadre du débat au Sénat notamment, mettent en avant le fait qu'on est dans le dur sur le fait d'utiliser les économies générées par la réforme, et qu'on est un petit peu au-delà de ce qui serait tenable pour que la réforme remplisse son objet, c'est-à-dire de ramener le système à l'équilibre. Il y a deux leviers généralement qu'un gouvernement actionne, c'est soit il essaie de retourner l'opinion publique. Là, il n'y parvient pas parce qu'il a perdu la bataille de l'opinion. Il a tous ces éléments de langage, tout le fameux storytelling. Plus personne ne l'entend. Tout le monde trouve cette réforme brouillonne, mal faite et injuste et inefficace. En tout cas, les 2 tiers des Français. Les 2 tiers. Et l'autre levier, c'est d'essayer de diviser ou de fissurer le front syndical en essayant d'appâter les uns ou les autres avec justement un aménagement. Voilà. Et là, le gouvernement en est privé également. Ouais. Parce qu'effectivement, alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des discussions de la part du gouvernement, éventuellement effectivement du lest qui a été lâché, mais à la majorité LR au Sénat ou au LR en général, pas à l'intersyndical. C'est ça qui est paradoxal dans ce débat depuis des semaines. Tout à fait. Et puis, même, je pense qu'il y a eu des concessions qui ont été faites avant même de présenter le texte. C'est ce qu'on a entendu, en tout cas. Et ça, en effet, en termes de storytelling, c'est assez de terrible. Stratégie aussi. Oui, de stratégie, c'est terrible parce qu'en fait, on a le sentiment que finalement, il y a eu des négociations en chambre. On ne sait pas exactement quoi. Elles n'ont pas vraiment été dites et soulignées. Et donc, le gouvernement apparaît plutôt comme très rigide, très finalement campé sur sa réforme et qui ne veut juste effectivement que bouger les lignes sur les propositions DLR essentiellement, parce qu'en fait sur les autres on les entend pas du tout. Ouais. Alors demain l'intersyndicale espère plus de monde dans les rues que le 31 janvier dernier qui était la journée la plus forte jusqu'ici. C'est ce que disait Laurent Berger ce matin chez nos confrères de France Inter. Je pense que demain, nous devons avoir une journée de mobilisation extrêmement puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord beaucoup de gens dans les rues. Beaucoup de gens dans les manifestations. Il y a encore plus de lieux de rassemblement que les autres fois. Il y en a plus de 250, 260. Et il faut donc, j'appelle les salariés de ce pays, les citoyens de ce pays, les retraités de ce pays, qui sont contre la réforme des retraites à 64 ans, à venir manifester massivement. Jean-Marie Pernaut, est-ce que la journée de demain, si on fait un peu d'histoire sociale, est-ce qu'elle peut rentrer dans nos livres d'histoire sociale? La journée de demain, elle sera marquante. Elle sera marquante, d'autant que, bon, d'abord par son ampleur, vous l'avez évoqué, même ces grandes séquences protestataires qu'on a connues ces dernières années, on a incontestablement affaire à quelque chose de plus important. Donc elle va rester. Elle restera aussi, on verra après, par ses conséquences, parce que des mouvements comme ça laisse des traces, plus que des traces. Ça a des effets politiques forts, au-delà des questions sociales qui y sont évoquées. C'est des moments quand même, moi, que j'appelle un peu démocratiques, parce que les gens, finalement, s'intéressent aux affaires qui les concernent. D'habitude, ils délèguent, ils élisent des gens qui ont fait pour ça. Mais là, on est dans des moments où les gens sentent... Tout le monde parle de ça. Aujourd'hui, dans les familles, dans les cafés, tout le monde ne parle que de ça. C'est vrai que c'est le deuxième sujet de conversation des Français aujourd'hui. Oui. Donc ça, le pouvoir d'achat reste le premier, mais en deuxième, les Français, alors qu'effectivement, jusqu'à présent, c'était plutôt dans les 10e sujets de conversation. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, ça aura des incidences. Et je pense que cette résignation que vous évoquez à travers les sondages, où les gens sont à peu près convaincus, même s'ils sont en désaccord avec la réforme qu'elle passera. Un peu de fatalisme, quoi. Un peu de fatalisme, mais c'est un fatalisme conditionné, c'est-à-dire qu'on se retrouvera dans les urnes. Ouais. C'est ça que ça veut dire, parce que tous ces mouvements-là ont des effets dans les urnes. 95 que vous évoquiez tout à l'heure, 2 ans après, Jacques Chirac dissout, s'attendant à retrouver une majorité assez large, et il se prend en face la gauche, puis comment elle s'appelait? La gauche plurielle. La gauche plurielle, voilà. C'était pas la NUPES, c'était la gauche plurielle qui, à la surprise générale, c'était l'effet direct de 95. Donc, on aura ces mouvements posent toujours la question du gouvernement d'après. Et donc, ont des effets politiques. Un mot, Franck Morel, ensuite on parle de Laurent Berger. Il y a plusieurs dimensions, en fait. Il y a l'aspect purement quantitatif. Et là, sur cet aspect-là, on peut s'attendre sans doute vraisemblablement à un chiffre record, puisque le chiffre record, pour l'instant, pour mémoire, il est celui dans le champ social du 31 janvier. Précédemment, il était celui de octobre 2010. Une manifestation en octobre 2010. Il a été légèrement dépassé. Le chiffre record, tout domaine confondu, c'est les manifestations deuxième tour Chirac-Le Pen 2002. 1 300 000. Il n'est pas impossible que ce chiffre record soit dépassé demain. Ça, ce sont les chiffres ministère de l'Intérieur. Je prends toujours les chiffres ministère de l'Intérieur. Mais donc, il n'est pas impossible que ce chiffre-là soit dépassé demain. Bon, après, il faut relativiser
par-delà l'aspect symbolique qui est fort quand même, effectivement, le caractère signifiant, parce que si on prend les manifestations Gilets jaunes qui ont duré quand même pas mal de temps, le nombre des manifestants était toujours relativement faible. Mais c'est l'intensité, la forte tension dans la société française qui a donné toute la portée au mouvement des Gilets jaunes. Donc ce n'est pas uniquement une question de nombre de manifestants, c'est aussi une question d'ancrage avec un certain nombre de mouvements plus profonds. Et c'est là toute la difficulté, et c'est là ce qui rend extrêmement humble sur l'exercice de pronostic et de prévision, parce que personne aujourd'hui n'est capable de dire de manière rigoureusement précise ce que va donner dans le temps ce mouvement et ce qu'il va donner après. Parce que c'est l'après, il faut aussi dès maintenant, et pour le gouvernement, c'est un exercice qui est hautement complexe, il faut dès maintenant se projeter dans l'après. Savoir comment après renouer les fils et comment recommencer à avoir un certain nombre de projets, dialoguer avec l'ensemble des acteurs et bâtir ensemble quelque chose. Et il y a un personnage qui évidemment joue un rôle central, Mathieu, c'est Laurent Berger. Vous vous penchez sur la personnalité du patron de la CFDT. Oui, je me posais une question. Au fond, si c'était lui l'homme fort de l'opposition à la réforme, alors entendons-nous, je ne veux pas dire que les autres leaders syndicaux ne comptent pas, ce serait à la fois faux et irrespectueux, notamment pour Philippe Martinez, le leader de la CGT. Oui, mais voilà, Philippe Martinez, il est à la fois dans son rôle et sur le départ, puisqu'il va quitter la tête de la Confédération à la fin du mois. Alors que Laurent Berger, il est à la tête d'un syndicat dit réformiste, et il a surpris plutôt son monde en s'opposant si fermement à la réforme. Et puis, il vient d'être reconduit à la tête de la CFDT en juin dernier, même si sa marge de manœuvre est un peu encadrée en matière de retraite, puisqu'on le rappelle, une motion votée contre l'avis de la direction par les militants lors du dernier congrès lui interdit en effet d'accepter tout allongement des carrières. Et ça explique sans doute, en tout cas en partie, son opposition à la réforme. Oui, même si la motion concernait surtout le sujet de l'allongement de la durée de cotisation, autrefois soutenu par la CFDT. En fait, Laurent Berger, il est opposé au recul de l'âge légal qu'il juge brutal et inéquitable. Il juge que la réforme elle a été mal conçue sur le fond comme sur la forme. Il a prévenu l'exécutif tout au long de l'automne et il n'a pas été pris d'une certaine façon très au sérieux. Ces avertissements ont compté pour du beurre parce qu'au sommet de l'État, on faisait le pari que le leader de la CFDT, sans soutenir la réforme, s'abstiendrait toutefois de la combattre en restant fidèle à son fameux ADN réformiste, j'allais dire social-démocrate. Mauvaise pioche, non seulement le leader de la CFDT a rejoint l'intersyndicale, mais il n'a pas économisé sa salive pour dire tout le mal qu'il pensait de la réforme dans les médias, ni son énergie sur le terrain pour mobiliser ses troupes, donnant un poids considérable au mouvement, parce qu'il faut qu'on le rappelle ici, la CFDT, c'est la première organisation syndicale de France. Que dire de ses relations avec le président de la République, avec Emmanuel Macron ? Elles sont très très mauvaises. Alors que Laurent Berger avait un lien direct avec François Hollande, avec Emmanuel Macron, le courant n'est jamais passé. Sur le papier, on aurait pu imaginer pourtant, puisqu'Emmanuel Macron se réclamait à l'époque, en tout cas, du rocardisme, il était pour le contrat social, ça c'est quelque chose qui peut parler à la CFDT, sauf que le même Emmanuel Macron n'a jamais fait grand cas des syndicats, sauf quand il est dans la panade. Il les considère davantage comme des facteurs de blocage que comme des partenaires. Il s'est assis dessus en réformant par ordonnance le Code du travail, il s'est assis dessus en revoyant à la baisse les critères de pénibilité dès son arrivée à l'Élysée. Alors, lors de la réforme avortée d'Édouard Philippe, on en parlait sur la retraite par points, pour le coup, Laurent Berger avait de nouveau joué le jeu, mais il n'en a jamais été vraiment remercié, ni davantage écouté. C'est pourtant lui qui, d'une certaine façon, détient les clés de ce conflit, mais l'exécutif se refuse toujours à le traiter, pariant sur le fait maintenant que lorsque la loi sera votée, la CFDT, syndicat légitimiste et non révolutionnaire, rentrera dans le rang sans faire d'histoire. Ce qui reste à voir, car Laurent Berger n'a peut-être pas fini de nous étonner. Merci Mathieu. Alors Salvin, je vais poser une question un peu qui pourrait paraître un peu désagréable pour les leaders syndicaux, mais est-ce que les Français font la différence entre un Laurent Berger, un Philippe Martinez il y en a deux qui sont identifiés et pas les autres. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Non, malheureusement, et je pense que les choses ont peut-être bougé avec les prochaines semaines, justement, mais jusqu'à présent, les syndicats dans le cœur de l'opinion étaient plutôt, justement, en berne, en fait. C'est-à-dire que les Français considéraient que les syndicats n'avaient plus autant de pouvoir qu'avant, et les leaders syndicats non plus, d'ailleurs. Et effectivement, il y a très peu de différenciation. Si on demande aux Français de nous citer des leaders syndicaux, c'est très, très difficile, y compris d'avoir un seul nom, en fait. C'est complexe. Pour relativiser, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose quand on demande aux Français de nous citer des noms de ministres. Oui. C'est pas si évident que ça. Et là, on a quand même un vrai sujet. Ça fera un gouvernement très resserré. Très resserré, c'est ça ? Exactement. Peut-être que c'est ce qu'attendent les Français aussi, d'ailleurs. Un gouvernement très resserré. Donc, sur les leaders syndicaux, non, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'était pas le cas. Et c'est vrai que depuis plusieurs semaines,
pour le coup, on voit effectivement sur le devant de la scène plusieurs personnalités aussi qui étonnent par leur choix. Cette union des syndicats, là notamment, c'est assez nouveau d'ailleurs, et c'est plutôt ce à quoi aspirent les Français, c'est-à-dire faire de la politique différemment, s'allier quand c'est utile sur certaines choses, exprimer des différences dans d'autres situations. Mais là, c'est fort probable que les syndicats, en tout cas que l'image des syndicats, finalement, en bénéficie à terme. Jean-Marie Pernaut, c'est pas Mathieu l'a évoqué, c'est pas une surprise de retrouver Laurent Berger en tête de cortège et à ce point opposé à cette réforme ? On n'avait pas l'habitude de le voir dans ce rôle, mais si on analyse l'évolution de la CFDT depuis quelques mois, pas seulement sur la toute dernière période, je crois qu'il y a eu un décrochage avec les ordonnances Macron de 2017 qui ont été une arme de destruction massive des syndicats dans les entreprises. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, avant son élection, dit « Moi, les syndicats, je les respecte à condition qu'ils restent à leur place », c'est-à-dire dans les entreprises, et les premiers actes qui sont posés, c'est une destruction des CHS. Pour ça, aujourd'hui, quand on entend parler de la valeur travail, certains sourient parce que avoir brisé les CHSCT, c'est quand même dire on rappelle ce que c'est, la question des conditions de travail, du vieillissement au travail et tout, c'était une belle manière d'entamer ce débat-là. Et là, à la CFDT, il y a eu un débat à l'intérieur, parce que pour les premiers mois, la CFDT a protesté contre les ordonnances Macron, mais assez modérément. En revanche, les équipes syndicales ont vu en quoi ça se traduisait sur le terrain. Et le déplacement de la CFDT, c'est ces dernières années. Et ce qui se passe là ne doit pas... alors, c'est surprenant pour ceux qui ne suivent les choses que de manière superficielle, mais ça tient moins à la personne de Laurent Berger, quelle que soit la façon dont il a piloté ce déplacement. Mais je crois que c'est un mandat qui lui a été donné. C'est un mouvement en profondeur de la CFDT. Le Congrès a été un moment pour le voir, ça. Il y a un débat... moi, je l'avais vu, parce que c'est mon sujet de travail. J'ai aussi des débats très souvent avec des équipes CFDT, on voit quand même cette évolution depuis plusieurs années. Vous avez ouvert une parenthèse, donc je vais quand même donner la parole à Franck Morel sur cette parenthèse, sur les ordonnances Macron, armes de destruction massive pour les... Je ne suis pas du tout d'accord. Je m'en doutais, je vous voyais réagir, donc pas trop long parce qu'il y a encore beaucoup de thèmes. Non, je ne suis pas du tout d'accord, parce que les ordonnances, au contraire, ont matérialisé un process qui était à l'œuvre depuis pas mal d'années et dans lequel la CFDT avait joué un rôle important, qui est le fait de donner beaucoup plus d'espace au dialogue social et à la négociation collective dans l'entreprise. Ça, c'est la réforme de 2008 et c'est la réforme de 2017 qui l'a permis aussi, de manière extrêmement importante. Donc je trouve un peu réducteur de mettre en avant la question des CHSCT de cette manière-là, d'autant plus que quand on regarde autour de nous en Europe, on est entouré de pays qui ont une seule et unique instance de représentation du personnel. Donc on était un peu une exception dans le paysage. Et en plus, je trouve réducteur de réduire le contenu au contenant, puisque les sujets demeurent abordés de manière encore plus efficace, justement, avec une instance unique dont on voulait justement qu'elle puisse aborder de manière polyvalente et générale toutes les thématiques. Donc, je suis un peu passionné sur la question, je vous prie de m'en excuser. Non, mais bon, je voulais que les deux opinions s'expriment, je reprends la main, ça pourrait faire un débat Absolument. En soi. Quand même, et je reviens vers vous, Jean-Marie Pernaut, sur l'axe CFDT-CGT, qui est quand même... très solide depuis le début de ce mouvement. Ça n'a pas toujours été le cas, évidemment. On peut peut-être rappeler l'épisode de 2003. Donc là, on est aussi dans une réforme des retraites. La CGT qui vit comme une trahison. La signature par Jacques Chirac, qui était le prédécesseur de Laurent Berger. J'ai dit Jacques. Jacques, c'était le père. C'était le père de François. Absolument. Merci Mathieu. François Chérec. Donc, il décide de signer la réforme Raffarin. Et c'est très mal vécu par la CGT. C'est quoi ? On le surnomme le traître à partir de ce moment-là. Donc. Oui, il y a eu des années de rapports difficiles, mais ça va, ça vient. Après, il y a eu les années Sarkozy, pour faire vite, qui ont été quand même un facteur d'unité d'action aussi significatif. Et puis, il y a la séquence Hollande, où là, la CFDT, on le voit, inspire des projets de retraite, la loi Touraine, la loi dite El Khomri de 2016. La CFDT joue le partenariat social. Et quand elle a un interlocuteur, c'était le cas, en tout cas, sous les premiers gouvernements de François Hollande, ça l'était un petit peu moins après, mais elle joue ce jeu-là. Le problème aujourd'hui, c'est que le partenariat, pour avoir un partenariat, il faut des partenaires et qu'elle n'en a plus. Le patronat a signalé qu'on pourrait avoir des grands accords, mais qui étaient plus des accords de gestion que des grands accords de progrès social. Et du côté du gouvernement... mais même pendant la réforme 2020, il y a des militants CGT, si je me souviens bien, qui étaient rentrés au siège de la CFDT. Oui, c'était assez violent quand même. Oui. Il y avait eu des oppositions. Voilà, sur les retraites, parce que sur la réforme systémique de 2019-2020, les syndicats étaient
étaient dans des positions polaires. C'est-à-dire que la CGT était radicalement contre, alors que la CFDT, même si elle a eu des états d'âme sur la notion d'âge pivot, etc., malgré tout, elle est pour une réforme structurelle de plus grande ampleur que cela. Mais elle a toujours dit dès cette époque-là qu'elle ne voulait pas de réforme paramétrique. Donc les signaux ont été quand même très visibles depuis plusieurs années. Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont surpris aujourd'hui que la CFDT soit dans le conflit et même en bonne position. À moins de confondre syndicalisme réformiste et syndicalisme paillasson, je crois qu'on ne peut pas trop s'étonner qu'à un moment donné, ils disent trop c'est trop et que leur crédibilité à eux-mêmes soit engagée. Si je peux ajouter une dernière petite chose. Oui, non, c'est sûr, ce qui peut se passer après, je voulais le dire tout à l'heure, on est passé à autre chose assez vite, mais pour l'instant, c'est un mouvement qui est très organisé, tenu par les syndicats. Il n'y a pas de débordement. Là, ils ont donné 3 semaines au gouvernement, au Parlement pour bouger, pour avancer. Et là, ils reprennent par un mouvement qui a l'air, encore une fois, très encadré. Mais si ce sentiment qu'ont beaucoup de gens que de toute façon la réforme passera, ça veut dire aussi que ces mouvements, ces manifestations récurrentes, au fond, n'arrivent pas à déborder et à imposer des objectifs. Ce que je crains quand même, et un gouvernement soucieux de sécurité publique devrait avoir ça à l'esprit, c'est qu'un certain nombre de gens, et peut-être, si on juge un peu les réseaux sociaux, ils pourraient être assez nombreux, disent que il faut d'autres moyens pour faire bouger le gouvernement. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes y étaient à peu près parvenus. Et donc, je trouve que le souci d'ordre public m'a l'air davantage pris du côté des syndicats, pris en considération par les syndicats, que par la puissance publique. Il y a les réseaux sociaux et il y a ce que vous percevez dans vos enquêtes d'opinion. Tout à fait. Sur ce thème-là. Alors, déjà, effectivement, sur ce thème-là, c'est assez remarquable parce que depuis le départ, comme vous dites, ces manifestations et cette mobilisation contre la réforme, elle est très bien encadrée. Il n'y a pas eu de gros débordements, alors qu'effectivement, on s'y attendait. Les Français, eux, ils s'attendent justement à une explosion sociale. Voilà. Ils disent quasiment à 80%, il va y avoir une explosion sociale en France, parce que les premiers mots qui viennent à l'esprit quand on parle de l'état d'esprit des Français, c'est lassitude, colère, peur, et tous ces sentiments, en plus, augmentent en ce moment. Donc, il y a vraiment une crispation. En même temps, ils sont quand même à peu près 52% à ne pas souhaiter cette explosion sociale. Donc, c'est là où, effectivement, ils anticipent quelque chose d'assez agressif et en même temps, ils ne le souhaitent pas. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux aussi, justement, ce que disent les Gilets jaunes, parce qu'en fait, les Gilets jaunes, on les voit surtout sur les réseaux sociaux, on les voit dans les sondages, mais aussi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas, pour le moment, en tout cas, de mobilisation ou de remobilisation très forte ou d'organisation de mouvements parallèles. Je vais vous redonner la parole, mais il y a d'abord une phrase qui, on va dire, focalise un peu ces divergences, c'est la volonté de mettre à genoux l'économie française. Je vous propose de voudrais entendre le secrétaire général de la CGT Chimie, Emmanuel Lépin. C'était jeudi dernier, le 2 mars. Le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui. Franck Morel, qu'est-ce que ça vous inspire Je ne suis pas sûr que l'expression soit très heureuse, parce que c'est confondre effectivement un moyen à une fin. Le moyen de la part des syndicats, c'est effectivement d'utiliser tous les moyens de pression possibles pour faire plier le gouvernement. La fin n'est certainement pas de mettre à genoux l'économie française. Ça serait dramatique, effectivement. Non, je voudrais revenir après sur la question de la violence que vous évoquiez et qui est un vrai sujet, et le risque de violence. Alors d'abord, pour relativiser la question des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont toujours un démultiplicateur et renvoient un reflet, un miroir qui est toujours extrêmement caricatural, potentiellement, d'un certain nombre de relations sociales. En revanche, c'est vrai... Ça peut être une vigie aussi. Ça peut être une vigie, ça peut être des signaux faibles, dans le cas des Gilets jaunes, ça peut être sur un certain nombre de questions qui peuvent remonter. En revanche, effectivement, il y a une ligne de crête qui est périlleuse et qui est extrêmement compliquée, qui consiste à pouvoir, et c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, à travers le storytelling et à travers le fait de renvoyer régulièrement des signaux, pouvoir envoyer un certain nombre de signaux de considération pour éviter effectivement cette forme de radicalisation, qui est quelque chose d'extrêmement compliqué. Alors, il y a quelque chose qui est passé très inaperçu dans le cadre de la séquence retraite, c'est l'accord national interprofessionnel qui a été signé il y a peu de temps entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur. Je suis surpris que ça n'ait pas été plus valorisé que ça, parce que précisément le gouvernement... On a fait une émission là-dessus, nous. C'est très bien, voilà, le gouvernement annonçant son intention de transposer
cet accord national interpro sur le partage de la valeur. Je crois qu'Olivier Dussopt a indiqué que ça serait un des pans de la loi sur le travail qui suivra. C'est une manière, en termes de stratégie, qu'aurait le gouvernement de valoriser le dialogue social, d'envoyer des signaux sur le souhait de respecter scrupuleusement l'équilibre qui a été trouvé par les partenaires sociaux. C'est tout ça qui va être difficile de tisser. Je voudrais revenir enfin également sur un point historique. Ça me paraît intéressant. On parlait des relations avec les leaders syndicaux et de la difficulté. Est-ce que oui ou non, Laurent Berger a été maltraité en l'occurrence? C'est que si vous prenez les 3 derniers présidents que la France a connus, chaque début de quinquennat a été marqué par une relation privilégiée avec un leader différent. Au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, Raymond Soubi était le conseiller social de jouer pas mal la carte de la CGT, de Bernard Thibault, à travers la mise en avant de la position commune, de la réforme des règles de représentativité. Sous François Hollande, vous l'avez rappelé, c'est Laurent Berger qui était l'interlocuteur privilégié et dont on dit même qu'il était très régulièrement contacté directement par le président. Et au début du quinquennat Macron, la carte Jean-Claude Mailly a été pas mal mise en avant justement par rapport à la concertation qui était organisée autour de 2 ordonnances pour obtenir une prise de parole de la part de Mailly qui était plus nuancée. Donc là, c'est Force ouvrière. C'était FO. L'ancien patron de Force CGT, CFDT, FO, chaque début de quinquennat a été marqué par un leader un peu différent au regard des contraintes du moment, des stratégies du moment. Toute la difficulté de l'exercice, c'est qu'effectivement, vous avez Emmanuel Macron et Laurent Berger qui ont 2 personnalités extrêmement différentes. Vous avez un historique qui est compliqué à gérer à travers le fait, vous l'avez rappelé, que Laurent Berger, durant le quinquennat Hollande, avait des relations très régulières, très étroites avec le président de la République. Et donc, tout le challenge à relever pour les pouvoirs publics dans la période qui va s'ouvrir, c'est comment être capable d'avoir un projet suffisamment fort pour créer quelque chose avec un ou plusieurs leaders syndicaux. Je ne suis pas sûr que ça soit avec le compte épargne-temps universel ou avec le partage de la valeur. Je ne suis pas sûr que ça suffise effectivement pour cocher cette case. Donc, ça va être le défi qui va se présenter au pouvoir public dans les mois à venir. Jean-Marie Pernaut, l'intersyndicale, dans sa stratégie, elle n'a pas d'autre choix que de... alors là, on peut dire mettre la France à l'arrêt ou mettre l'économie française à genoux. Je les laisse libres et responsables de leurs expressions. Il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui. Sauf à plier, dire on rentre chez nous, c'est terminé, ce qui me paraît difficile à envisager. Non, ils n'ont pas d'autre choix, puisque manifester, remanifester et re-remanifester ne semble avoir aucun effet sur la décision gouvernementale. Il faut franchir un cran. Enfin, ils ont prévenu. Ils ont dit, bon, voilà, si ça suffit pas, on laisse 15 jours, 3 semaines pour... Il y avait les vacances, ça tombait bien, mais l'argument n'était pas seulement celui-là. Il faut donner de la respiration au mouvement. Il faut reconstituer des forces, parce qu'on ne peut pas faire grève toutes les semaines, ou même 3 fois par mois, on le sait bien. Donc, on donne une ultime chance. Oui, bien sûr. Et puis, là, maintenant, ils essaient de franchir un cran. Et effectivement, quels que soient les mots employés pour ça, l'enjeu, c'est quand même d'avoir un effet sur l'économie, parce que c'est pour ça que le droit de grève a été inventé. Si vous faites des mouvements qui ne gênent absolument personne, ça sert à rien, tout le monde s'en fiche. Donc c'est pour ça aussi que les syndicats de la SNCF, ils se sont mis à bloquer les trains à la veille des départs en vacances, parce que quand ils faisaient grève à un autre moment, tout le monde s'en fichait. Oui, mais enfin, mettre l'économie française à genoux, c'est pas forcément les plus riches de la société qui en souffriront. Mettons de côté une expression qu'on n'est pas obligé d'y applaudir, mais les expressions dans ce mouvement-là, on en a entendu de part et d'autre. De tous les côtés. Mais effectivement, je pense aussi que depuis les Gilets jaunes, il y a cette idée qui est ancrée que sans incident majeur, il ne se passera plus rien et finalement que le gouvernement continuera à rester dans ses rails. C'est un peu comme le quoi qu'il en coûte, quoi. Il y a eu quand même, on a cranté un certain nombre de choses dans l'opinion ces dernières années qui sont assez malheureuses pour, quelque part, la démocratie, l'espace politique, etc. Et vous disiez, que va-t-il se passer par la suite? Parce que demain est une chose. Je pense que le vrai sujet, c'est pas ce qui va se passer demain. Tout est à peu près annoncé, grosse mobilisation, etc. Mais c'est plutôt dans les jours qui suivent et puis les semaines qui suivent. Comment continuer à faire de la politique dans un climat pareil, en fait? Dans un climat où, finalement, on a le sentiment que s'il n'y a pas de violence ou d'explosion sociale, il ne peut pas y avoir de compromis et de négociation avec le gouvernement. Alors, je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre de nouveau sur ce plateau. Rebonsoir, Steve, puisque dans ce contexte social, des sénateurs veulent
interdire les grèves pendant les vacances. Et ils ont de la suite dans les idées. Ce n'est pas une proposition nouvelle. Il y a quelques années, le Sénat avait adopté une proposition de loi pour instaurer un service minimum dans les transports. Le texte donnait la possibilité de réquisitionner des grévistes pour assurer un service minimum dans les transports publics au moment des heures de pointe, les jours de grève, le matin tôt, l'après-midi tard. Le texte avait été adopté sans opposition de principe de la part du gouvernement et Bruno Retailleau se réjouissait de voir sa proposition adoptée. Écoutez-le. Le droit de grève n'est pas un droit de blocage d'un pays. Encore une fois, pensons aux Françaises et aux Français qui sont les plus dépendants, qui sont sans doute ceux d'en bas, pas ceux d'en haut, ceux qui sont dépendants justement pour aller et venir, pour travailler le matin, pour rentrer le soir, c'est les Français du bas. De même que le droit de grève, ça n'a jamais été un droit de vie et de mort sur les entreprises et sur les emplois. Il faut y penser. Je pense qu'on doit pouvoir équilibrer, encadrer avec des limites le droit de grève, bien entendu, mais aussi faire en sorte qu'il y ait un minimum garanti. Je pense que c'est dans la nature des choses. Proposition de loi adoptée en 2020 par le Sénat, mais qui n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et n'est donc jamais entrée en vigueur, Thomas. Et c'est la raison pour laquelle le Sénat revient à la charge ces jours-ci. Oui, il s'agit cette fois de sanctuariser le début des vacances et les jours fériés. Une proposition de loi a été déposée par le sénateur LR Stéphane Le Rudulier. Le texte porte sur les entreprises de transport public et privé. Il sera désormais impossible pour les personnels d'exercer leur droit de grève la veille, le lendemain et le jour même d'un jour férié, ainsi que les 2 premiers et les 2 derniers jours de chaque période de vacances scolaires. En gros, interdiction de faire grève pour les salariés de la RATP, pour ceux des transports ferroviaires et ceux du domaine aérien pendant ces périodes. C'est une idée qui s'inspire du modèle italien, mais est-ce bien constitutionnel, monsieur Le Rudulier ? Le droit de grève, c'est un droit fondamental, mais c'est pas un droit absolu. Le droit de grève est inscrit dans la Constitution italienne et pour autant, ils ont encadré ce droit de grève, notamment pour les jours fériés et les vacances scolaires. Voilà, reste à voir si cette proposition de loi sera effectivement examinée au Sénat, si elle sera ensuite reprise par le gouvernement, par l'Assemblée nationale et le cas échéant, si elle sera jugée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Ça fait beaucoup de si. Ça fait effectivement beaucoup de si. Merci Steve Jourdain. Franck Morel, ce qui se passe en Italie, on peut s'en inspirer. Moi, et puis au-delà de cette question, ressortir ce thème-là en plein à l'amorce d'une semaine de forte mobilisation. J'ai un peu posé la même question dans le premier débat, mais c'est pas un cadeau fait par LR au gouvernement. Le fond de ma pensée, c'est que tous les acteurs, LR compris, sont parfaitement conscients des limites potentiellement constitutionnelles d'un tel sujet et qu'en réalité, on est sur de la posture politique, ce qui est de bonne guerre, si vous me permettez l'expression, de la part de LR dans la période, pour envoyer un signal sur le thème « nous sommes les gardiens de la tranquillité des usagers, etc. » et de la garantie des usagers de pouvoir utiliser les moyens de transport. Bon, voilà, je pense que ça s'arrête là, parce qu'effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de si. C'est une matière qu'il faut regarder avec beaucoup de précaution. Ça s'est vu notamment à travers les textes antérieurs qui ont pu exister en la matière, sur le service minimum, et sur toute la difficulté de trouver le point d'équilibre sous l'œil vigilant et du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel entre le fait d'assurer la liberté d'aller et venir et le fonctionnement des services essentiels et puis le respect du droit de grève. Et donc cette limite, elle est toujours extrêmement complexe à ciseler, à trouver avec un certain nombre de garanties. On peut aller sans doute plus loin sur certains sujets, par exemple sur le champ du service minimum dans un certain nombre de cas. Mais là, pour le coup, d'après ce qu'on peut entendre, on va assez loin et sans doute au-delà d'un certain nombre de limites qui seraient admises. Ce qui est frappant, c'est que ces provocations, j'allais dire, identitaires de la droite, on est bien à droite, on n'a pas bougé, en fait, elles servent une chose, plutôt le gouvernement, à se recentrer et pouvoir être affiché une espèce de profil de modération en disant on n'est pas dans la rue avec les opposants, mais on n'est pas non plus la droite. Donc c'est un peu contre-productif. Dans l'équation de ce mouvement qui peut faire plier ou pas, on verra le gouvernement, il y a souvent la jeunesse, les lycéens, les étudiants. Du haut de ses 22 ans, le député La France Insoumise, Louis Boyard, le sait bien. Il s'est donc chargé de lancer cet appel sur les réseaux, les médias sociaux. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer
pour faire reculer Macron. Appel qui a fait bondir la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Réaction sur Twitter, elle porte plainte. Elle dit le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. J'ai essayé de porter plainte au nom de la région pour incitation au délit d'entrave, incitation à la violence. Laure Salvin, les Insoumis, bon, on le sait, ils ne sont pas représentés au Sénat. Leur stratégie d'obstruction à l'Assemblée nationale avait plutôt été critiquée par l'opinion, mais surtout par les leaders syndicaux qui voulaient absolument aller jusqu'à l'examen de l'article 7 sur le report de l'âge légal. Cet appel, c'est le moyen d'exister médiatiquement. La preuve, c'est réussi, on en parle. Absolument. Oui. Je pense qu'ils ont besoin effectivement de peser aussi dans les pas. Ils voient bien que les choses sont en train un peu de leur échapper. Quand on regarde l'image des partis politiques, c'est pareil. Hein, c'est un peu comme les leaders syndicaux. C'est pas terrible. On a plutôt justement une dégradation de l'image des partis politiques et y compris des partis de gauche. Il y en a un seul qui tire son épingle du jeu, parti politique, c'est le RN, qui voit son image progressier, c'est-à-dire... Donc la discrétion choisie par le RN, elle paye plus. Exactement, la discrétion, le choix aussi finalement de jouer le jeu de l'Assemblée nationale et pas forcément d'appeler aux manifestations, etc. La tranquillité apparente, en tout cas, paye davantage. Aujourd'hui, le Rassemblement national, en termes d'image, il atteint le plus haut de son score. 33% des Français aujourd'hui ont une bonne image du Rassemblement national. On n'a pas du tout ces chiffres par ailleurs. Et puis une dernière chose sur les jeunes, ce qu'on voit dans les derniers jours là. Donc c'est à voir si ça se confirme, mais paradoxalement, chez les jeunes, on voit une approbation à l'égard de cette mobilisation qui fléchit un peu au profit de l'indifférence. Les plus jeunes aujourd'hui se disent cette réforme des retraites, ça commence un peu quand même à nous agacer. C'est pas non plus complètement notre sujet. Et il y a un petit peu plus d'indifférence ces derniers jours qu'il y a encore quelques semaines chez les plus jeunes. Jean-Marie Pernaut, il faut peut-être là aussi refaire un peu d'histoire. Pourquoi c'est ce qui est le plus surveillé peut-être par les gouvernements, la mobilisation des lycéens ou des étudiants? Parce que il y a des exemples de réformes qui ont été remises dans les tiroirs après la mobilisation de la jeunesse, c'est ça? Oui, bien sûr. Ça, c'est un des facteurs qui pourrait perturber la séquence toute écrite des manifestations sans lendemain. C'est effectivement la jeunesse. Et on l'a vu en 2006 à l'occasion des mobilisations sur le CPE, quand la jeunesse est dans la rue, c'est extrêmement difficile. Et le président Chirac avait dû ne pas promulguer, autant que je me souvienne, la loi qui avait malgré tout été votée. Elle avait été votée, instaurant le CPE, donc un contrat première embauche. Donc là, les jeunes étaient directement visés. Ils ont bougé énormément parce que c'est une mesure qui les ciblait. Là, c'est vrai que la question des retraites... Bon, les jeunes à 16, 17, 18 ans, il n'y en a pas beaucoup qui se projettent jusqu'à la retraite, mais c'est comme ça discute dans les familles. Malgré tout, c'est un sujet qui peut les faire bouger. Je crois que c'est ce qui explique, quelle que soit la forme, cette idée d'aller, de stimuler les jeunes pour qu'ils descendent dans la rue le 7 et après. Bon, c'est pas gagné, mais je pense qu'il y a cette idée de jouer là-dessus parce que, la grève dans le privé, elle va être dure à enraciner. La violence, on n'est pas très pour. Par contre, les jeunes, ça serait un facteur qui déstabiliserait le gouvernement. Un mot de conclusion, il nous reste moins d'une minute. Pourquoi, de l'intérieur de votre expérience ministérielle, pourquoi ça fait si peur à un gouvernement ? Parce que les dernières situations où le gouvernement a dû retirer des réformes, vous l'avez rappelé, c'était en 2006, et il y a eu d'autres précédents avant. Chaque fois, c'était dans le contexte de mouvements de jeunesse importants. C'est pour ça, je pense qu'effectivement, les pouvoirs publics vont être très vigilants sur ce sujet et font en sorte qu'il n'y ait pas de prise dans la réforme, via des sujets qui concerneraient des universités ou qui concerneraient des questions qui concerneraient plus particulièrement les jeunes, pour que se développe ce type de mouvement. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat, à cette émission. Jean-Marie Pernaut, je rappelle le titre de votre livre, Le syndicalisme d'après, qui est publié aux éditions du Détour. Pas de sens public demain, priorité au débat en séance et donc notamment, si le calendrier est respecté, à l'article 7 qui devrait être examiné à partir du début de soirée ici au Sénat. Votre prochain rendez-vous, sinon dans nos émissions, dans la matinale, Lauriane Mancini reçoit François Omril, qui est le président de la CFE-CGC, principal syndicat de cadres. Je vous dis à très vite, belle soirée.